à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici le sommaire. Le gouvernement de la RDC sous pression des experts de l'ONU. Ces derniers exigent la levée de la suspension de manifestations publiques par l'autorité urbaine. Alors que l'autorité de la ville de Kinshasa ne vise que la sécurité de sa population face au débordement des manifestations de l'opposition, les experts de l'ONU estiment que cette interdiction n'est pas justifiée. Entre-temps, l'UDPS a confirmé pour ce 5 novembre son meeting. En sécurité, 2 policiers ont été tués lors d'une attaque des miliciens dans un commissariat à Boutembo ce vendredi. Cet incident est intervenu un jour après le délogement de Maï Maï au Mont-Carmel par les forces armées de la RDC. Une situation pour laquelle les autorités congolaises doivent prendre des décisions avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Et enfin, les travaux des avenues Commerce et ex-Bokassa avancent tant soit peu. Déjà, des caniveaux sont en construction pour canaliser les eaux de toute origine. D'ici 2 mois, les travaux prendront fin et les usagers retrouveront leur chemin habituel. Un groupe d'experts des droits de l'homme des Nations Unies a appelé les autorités de la RDC à lever l'interdiction de manifestation dans la capitale Kinshasa. Une interdiction que ces experts qualifient d'injustifiée alors que l'autorité provinciale de Kinshasa a pris cette décision pour préserver la paix et la tranquillité du pays, mieux sécuriser la population. Une décision motivée par les émeutes du 19 et 20 septembre dernier lors de la marche dite pacifique par le rassemblement de l'opposition. Pour ces experts de l'ONU, la situation actuelle de la RDC ne justifie pas l'interdiction générale des manifestations dans certaines villes. Étant donné que le pays se trouve dans une période électorale hautement contestée, les citoyens devraient avoir davantage d'espace pour s'exprimer, ont-ils ajouté. Depuis cette interdiction le 22 septembre dernier, au moins 4 manifestations ont été annulées, de la majorité comme de l'opposition. Pourquoi donc les experts de l'ONU font-ils pression au gouvernement congolais pour lever l'interdiction à 2 jours de la tenue du meeting annoncé par le rassemblement d'Etienne Tshisekedi? Difficile, mais pas impossible pour répondre à cette question, d'autant plus que les mêmes Nations Unies ont condamné les violences meurtrières issues de la dernière manifestation publique du même rassemblement. Visiblement convaincus de la situation que vit la RDC, les Nations Unies semblent vouloir éteindre le feu avec du pétrole. Qu'à cela ne tienne, la police nationale congolaise promet de faire observer cette mesure d'interdiction des manifestations politiques publiques prises par l'autorité. Dans un communiqué, la police annonce que ces unités vont intensifier leur présence dans tous les points chauds et sites stratégiques. Ainsi, la date du 5 novembre est une journée ordinaire comme toutes les autres. Chacun vaquera librement à ses occupations et aucune perturbation de l'ordre public ne sera tolérée, a indiqué le document de la police nationale congolaise. Malgré la mesure prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta-Yangon, ce qui concerne l'interdiction de toute manifestation publique à caractère politique pour des raisons de sécurité, le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement maintient son meeting de ce samedi 5 novembre sur le terrain se trouvant entre l'avenue de l'Enseignement et le boulevard Triomphal à 11h. Ce regroupement politique présidé par Etienne Tshisekedi motive sa décision par la constitution de la RDC qui garantit le régime d'information pour les manifestations publiques. La décision du gouverneur de la ville de Kinshasa suspendant toute rencontre politique pour une durée indéterminée pour le bien-être des Kinoises et Kinoises pose problème dans le camp du rassemblement, qui se dit ne pas se sentir lié à cette décision qu'il qualifie d'anticonstitutionnelle et met sa dernière main aux préparatifs de cette rencontre. Pour le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, son parti et ses militants tiendront ce meeting, même au prix de leur sang. Rappelons que cette interdiction de manifestation a été décidée en septembre dernier suite aux manifestations du 19 et 20 pourtant autorisées par l'hôtel de ville de Kinshasa, mais qui s'étaient vite muées en des violences meurtrières. Cependant, le gouverneur de la ville reste ferme à sa décision. Le rassemblement tiendra donc son meeting ce samedi en violant cette mesure. Alors que la police dit faire respecter cette interdiction, le rassemblement va-t-il s'exposer à des poursuites judiciaires? C'est donc un dossier à suivre. L'envoyé spécial du secrétaire général pour la région de Grand Lac, Saïd Djinit, a salué la signature du 10 octobre 2016, signature issue du dialogue de l'accord politique relatif à l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes RDC. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, mercredi 1er novembre, Saïd Djinit a également appelé les parties prenantes à rechercher des solutions pacifiques à la crise politique et il a encouragé le gouvernement de la RDC à prendre de nouvelles mesures pour renforcer la confiance. Il a ensuite appelé le gouvernement congolais
congolais a continué d'engager tous les acteurs politiques, y compris ceux qui rejettent la récente série de pourparlers et l'accord qui en a résulté dans le dialogue. Saïd Djinnit a précisé que les représentants des institutions garantes de l'accord cadre, l'ONU, l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région de Grand Lac et la communauté internationale de l'Afrique australe SADC ont engagé une série d'initiatives afin de soutenir les efforts qui visent à neutraliser les forces négatives dans l'est de la RDC. Saïd Djinnit s'est également félicité des progrès réalisés en matière de coopération judiciaire dans la région de Grand Lac. Il est aussi revenu sur la 7e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre qui s'est tenu le 26 octobre à Luanda, en Angola, sous la direction du président angolais José Eduardo dos Santos. Il était temps pour la Convention des Congolais unis de restituer les accords issus du dialogue politique national et inclusif. Le ministre Lambert Mende Omalanga a choisi pour cible les étudiants des universités et instituts supérieurs de Kinshasa. L'autorité morale de la CCU a donné de son temps pour expliquer à ces jeunes le contenu de cet accord qui est un consensus entre les membres de la majorité, ceux de l'opposition et de la société civile. Au-delà des échanges houleux, cet accord reste un consensus car l'intérêt de la nation a primé. Il a été assigné un seul objectif, j'insiste, un seul objectif global, principal, à savoir trouver de manière consensuelle les voies et moyens devant conduire à des élections crédibles et apaisées, libres et transparentes. Les observateurs avisés auront compris que ce faisant, le président apportait en même temps une réponse positive à ceux de nos compatriotes de l'opposition qui avaient refusé de participer aux concertations nationales. Pour une meilleure compréhension de ces accords, Lambert Mende Omalanga a laissé les étudiants solliciter des précisions. Dans leur exposé, le collectif des étudiants avait déjà adhéré à ces accords. Avec ces étudiants, Lambert Mende Omalanga a aussi abordé différents points retenus par les parties prenantes au dialogue. Il est heureux que la communauté internationale dans son ensemble ait fini par s'en imprégner, en dépit de la curieuse agitation unilatérale que nous avons dénoncée de la part de certains pays de l'hémisphère nord, ancienne puissance coloniale. Toutes choses étant égales par ailleurs, retenons qu'il faut simplement se féliciter aujourd'hui de ce que les structures multilatérales qui ont en charge la coopération internationale à ce niveau en aient toutes vanté les mérites, spécialement lors du sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs tenue à Luanda, en Angola, le 26 octobre courant. Le ministre de Médias, Lambert Mende Omalanga, a souligné qu'il faudrait avoir des élections, mais dans les normes pour éviter les contestations, et son budget doit être spécifié à temps. L'autorité morale de la CCU s'est dit disposée à répondre à toutes les questions relatives à cet accord issu du dialogue national et inclusif. Après avoir été délogé hier jeudi 3 novembre du Mont Carmel dans le Nord Kivu à Butembo par les forces armées de la RDC, les adeptes de la secte Corps du Christ ont attaqué un commissariat de police dans le quartier Fourou à l'entrée nord de la ville de Butembo ce vendredi à l'aube. Ils ont égorgé un policier, tabassé un autre qui a succombé de ses blessures à l'hôpital. Et 2 policiers sont grièvement blessés et un civil porté disparu. Ces miliciens ont emporté 2 armes avant d'incendier le conteneur habitant le bureau de cette police. L'intervention militaire pour dissuader l'ennemi a consisté à tirer de coups de balle. Selon un média de la place, une forte présence militaire sévit à Fourou et la population de Butembo a difficile à faire des mouvements vers le nord de la ville. Ces miliciens qui se dissimulent dans la population doivent être mis hors état de nuire. Si l'on n'y prend pas garde, le Grand Nord de la RDC deviendra incontrôlable, avec lui d'autres provinces également.
Accusé de ne pas respecter les instructions relatives au compte séquestre de la Poste, l'administrateur directeur général de la Société de Postes et des Télécommunications, SCPT en sigle, Didier Moussete est suspendu de ses fonctions pour une durée de 3 mois. Décision communiquée par les conseils supérieurs du portefeuille le mercredi dernier. Notons que c'est dans ces comptes bancaires que sont gardées toutes les recettes issues de l'exploitation de la fibre optique. De leur côté, les représentants de syndicats de travailleurs de cette entreprise insatisfaits, cette suspension ne contribue pas à l'émergence de la SCPT. Rappelons que c'est depuis son entrée en fonction en 2015 à la SCPT que Didier Moussete s'est notamment illustré par la relance de la Poste avec des activités comme la réhabilitation des infrastructures à Kinshasa et dans les provinces, mais aussi la rentabilisation de cette entreprise en relançant ses services. Le travaux sur la route commerce et ex-Bokassa évoluent tant soit peu. Jadis dans un état de dégradation très avancé, ces avenues feront bientôt peau neuve. Ce travaux débuté le 26 octobre dernier par l'Office de voirie et drainage direction provinciale de Kinshasa ont commencé premièrement par l'assainissement de voirie qui pourra prendre fin dans 5 jours. Pour l'instant, les travaux sont à l'étape de caniveau de 125 mètres de part et d'autre pour bien canaliser l'eau. Après vient le travaux de rechargement pour la couche de base concassée 080 en commençant par enlever les matériaux détruits qui seront remplacés par des matériaux neufs. Après viendra la deuxième couche concassée 080. Les travaux pourront prendre fin dans 2 mois, nous a confié le maître de travaux Jimmy Kabila. Bon, la durée exacte, c'est de 3 mois, mais avec cet arsenal de matériel que mes chefs ont mis à ma disposition, je ne pense pas qu'on va aller dans 3 mois. Donc je vais m'atteler pour terminer tout ça dans 2 mois. Les usagers de Zavni Commerce et ex-Bokassa ont remercié les autorités de la ville d'avoir pensé à réhabiliter ces avenues longtemps abandonnées. Ils les exhortent à faire de même pour les autres artères de la capitale, Kinshasa. Environ 400 jeunes ont marché le jeudi jusqu'au ministère de la Justice pour transmettre au gouvernement congolais un document intitulé « Plaidoyer pour le retrait du Congo-Brazzaville de la CPI ». Ces jeunes de la majorité présidentielle congolaise étaient dans les rues de la capitale brazzavilloise pour dire non à la CPI. Ils veulent que le Congo se retire de la Cour pénale internationale comme l'ont fait récemment le Burundi, l'Afrique du Sud, la Gambie et la liste ne fait que s'allonger. Un cadre du Front patriotique qui a conduit les manifestants souligne, je cite, « À l'adhésion, nous avons cru en cette cour, nous avons cru que ça devait être une juridiction impartiale et juste, mais l'histoire nous a prouvé le contraire. » Fin de citation. Les jeunes ont remis au ministre de la Justice, Pierre Mabiala, leur plaidoyer pour le retrait du Congo-Brazzaville de la CPI. Et à son tour, le ministre Mabiala a promis de rendre compte à la hiérarchie gouvernementale et républicaine après examen du dossier. Pour rappel, le Congo-Brazzaville était devenu le 84e pays membre de la Cour pénale internationale après avoir ratifié le traité de Rome en 2004. Une large victoire de 93% en faveur d'une nouvelle constitution. Sur un taux de participation de plus de 42%, la victoire du oui au référendum était un succès, selon le président Alassane Ouattara. Mais du côté de l'opposition, l'on rejette ce résultat que l'on qualifie de truqué. Pour le parti de l'opposition ivoirienne rassemblé au sein du Front du Refus, qui avait appelé au boycott du scrutin référendaire, le mot d'ordre a été suivi. C'est au regard de leurs estimations qu'ils qualifient de désert électoral relatif à la mobilisation des Ivoiriennes le jour du référendum. Pour eux, il est possible qu'il ait eu trucage, alors que du côté du pouvoir, cette affirmation est totalement rejetée. Mamadou Koulibaly, président du LIDER, interpelle le président Alassane Ouattara, car la nouvelle constitution ne rencontre pas l'adhésion nécessaire pour remplacer celle de 2000. Il le renchérit en disant que la constitution de 2000 n'était pas assez consensuelle avec 56% de votants. Comment peut-il nous emmener à accepter une constitution de 2016 avec 42% de votants ? Pour les échéances électorales à venir, notamment les législatives qui se tiendront le 18 décembre 2016, l'opposition qui envisage de participer à ces élections ne compte pas le faire sous cette nouvelle constitution. À 17 jours du premier scrutin primaire français, les candidats se sont livrés pendant 2h30 à un jeu de questions-réponses au cours duquel ils ont évoqué différents points, notamment l'exercice du pouvoir, la lutte contre le terrorisme, l'éducation ou encore la ligne politique à adopter. Ce deuxième débat des candidats avait été promis avec plus de change entre les candidats. Il y en a eu des échanges francs. Ce deuxième débat n'a rien à voir avec le premier. Ici, les rivaux se sont interpellés,
couper la parole, voire même tacler avec une cible principale, Nicolas Sarkozy. Ce dernier qui pour autant, auprès du noyau dur de son électorat, sa combativité dans l'adversité lui rapporte toujours des points. Un sondage donne d'ailleurs ce vendredi que l'ex-chef d'État français est gagnant de ce débat auprès des sympathisants de la droite et du centre. Gros bémol, en revanche, l'on voit mal qui soutiendra Nicolas Sarkozy s'il se retrouve en finale contre Alain Juppé. En filigrane, Jean-François Copé l'aura visé presque à chacune de ses interventions, Bruno Le Maire aussi. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole de Sarkozy en 2012, n'aura pas retenu ses coups, signant même sa rupture avec lui. Attaqué par tous ses rivaux, l'on croirait que ce deuxième débat n'aura vraiment pas bousculé le duel de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, et surtout n'aura pas été le théâtre de fautes ou de sorties de route. Mais il aura été porteur d'enseignements. Il reste à savoir si les rapports de force évolueront entre les autres candidats. Ici de noter que le troisième débat aura lieu le jeudi 17 novembre 2016, 3 jours avant le premier tour du scrutin primaire. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement de la RDC sous pression des experts de l'ONU. Ces derniers exigent la levée de la suspension de manifestations publiques par l'autorité urbaine. Alors que l'autorité de la ville de Kinshasa ne vise que la sécurité de sa population face au débordement des manifestations de l'opposition, les experts de l'ONU estiment que cette interdiction n'est pas justifiée. Entre-temps, l'UDPS a confirmé pour ce 5 novembre son meeting. En sécurité, 2 policiers ont été tués lors d'une attaque des miliciens dans un commissariat à Boutembo ce vendredi. Cet incident est intervenu un jour après le délogement de Maï Maï au Mont-Carmel par les forces armées de la RDC. Une situation pour laquelle les autorités congolaises doivent prendre des décisions avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Et enfin, les travaux des avenues Commerce et ex-Bokassa avancent tant soit peu. Déjà, des caniveaux sont en construction pour canaliser les eaux de toute origine. D'ici 2 mois, les travaux prendront fin et les usagers retrouveront leur chemin habituel. C'en est fini pour ce journal. Restez branchés au programme de BSC TV.